Bonjour et bienvenue à tous pour ce DLZ dans la zone, votre podcast hebdomadaire sur Massilia Zone, épisode 10, voilà comme le numéro préféré de Samy et de Kylian pour les joueurs de foot. Je pense que tout le monde est passionné par Dimitri Payet, Zinedine Zidane ou encore Neymar malgré son passage parisien. Donc c'est un épisode qui est important puisqu'on va parler aussi surtout de la défense au début de ce DLZ. On va parler également de Rabiot et Murillo qui sont devenus indispensables pour le 11 marseillais, en tout cas sur cette fin de saison qui montre qu'ils sont des éléments indéboulonnables de la formation olympienne. On a aussi Kylian qui va nous faire un petit édito, une petite chronique sur Benasser et sa condition sportive actuelle. Et pour finir, on va parler aussi du nouveau visage de Quentin Merlin qu'on a beaucoup critiqué cette année, mais qui doit être remercié pour ses derniers matchs, à mon avis, à juste titre. Et on va faire un flashback puisque ça fait 3 ans jour pour jour. Voilà, c'est pour ça que je parlais de numéro 10. 3 ans jour pour jour que Dimitri Payet a mis son but contre le PAOK. Voilà, l'un des plus beaux buts, si ce n'est le plus beau but de sa carrière. Avant de commencer ce 10e épisode, je vous invite, vous viewers, à vous abonner à Massilia Zone, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, puisqu'on est humblement le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Et surtout, like cette vidéo parce que ça nous permet de nous mettre l'algorithme dans la poche et ça récompense notre travail. Voilà, on se donne à 100% pour couvrir cette actualité, donc ça nous ferait énormément plaisir. On va parler directement de notre point faible cette saison et je pense que ce n'est plus un secret pour quiconque. Si l'OM a pas mal de difficultés ces derniers temps, c'est bien à cause euh, déjà d'une part de son système de jeu, mais aussi d'une défense qui ne peut pas supporter ce système de jeu. Et on en a beaucoup parlé sur la chaîne. C'est l'occasion d'y revenir plus en profondeur. Avant de vous lancer, je vais juste parler de cette stat qui est vraiment très intéressante. L'OM a la meilleure attaque depuis 1984, mais tenez-vous, la pire défense depuis 1971. L'OM est huitième de Ligue 1 en termes de défense, derrière le TFC, 2 buts d'écart avec le TEF, qui est dans le ventre mou de Ligue 1. Kylian, qu'est-ce qui te vient à l'esprit dès que je te parle de la défense de l'OM? C'est quand même notre point faible cette saison. Bah, ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est que honnêtement, c'est un gros point noir, je trouve, dans la saison. Pour moi, la défense, je vais dire a saccagé notre saison, mais c'est un petit peu le cas. Parce que pour moi, je trouve qu'avec une meilleure défense, on aurait pu déjà très largement assurer la qualification Ligue des Champions et on aurait même pu, pourquoi pas, espérer se rapprocher du Paris Saint-Germain. On avait tout ce qu'il faut au milieu, on a tout ce qu'il faut au milieu de terrain, et on a tout ce qu'il faut offensivement pour pouvoir justement jouer beaucoup mieux qu'une qualification en Ligue des Champions. Mais pour moi, tu as été complètement handicapé par cette défense que je trouve très faible, la plus faible du top 7, comme je l'ai dit plusieurs fois de ces dernières semaines. Et ouais, c'est dommage. Et même quand on regarde Geronimo Rulli qui fait une très belle saison, qui nous a sauvés à maintes reprises, pour moi, il a été totalement abandonné par sa défense sur certaines séquences où il prend des buts où quasiment il ne peut rien faire parce que sa défense ne fait pas le travail. Donc ouais, c'est le gros point noir de la saison, c'est la défense, comme tu l'as dit, la pire défense depuis 71. On est la huitième défense derrière des équipes comme le TFC. Pour moi, c'est absolument pas normal et c'est le plus gros point noir cette année à l'Olympique de Marseille. Depuis 1971 quand même, hein, tu l'as répété, il y a la saison Mitchell qui est passée par là entre-temps, hein, donc faut le faire quand même. Et on a souvent répété aussi ces derniers temps, Samy, que par exemple contre Toulouse, on finit le match avec Lirola, Kondo, Murillo. Donc t'as aucun défenseur central de métier. Donc d'une part, on a déploré la faiblesse de cette défense, le fait que Roberto De Zerbi, bah justement, son système déjà stérile en attaque, pâtissait d'une défense absolument bah, pas dans les standards de ce qu'il voudrait avoir, en tout cas pour pratiquer son football, parce que le football de Zerbi, par définition, prend beaucoup de transitions offensives, et quand tu prends des transitions offensives avec des Kondogbia et des Cornelius qui sont pas les plus rapides, c'est quand même un problème. Donc toi, quel regard tu portes sur cette défense? Parce qu'on a d'un côté les reproches sportifs et les reproches aussi sur les dirigeants. Ouais, je pense que les torts sont partagés parce que par exemple dans le débrief du match de dimanche, je disais et on disait avec Enzo
que De Zerbi n'y était pour rien dans le fait qu'il ait une défense aussi faible. Mais par exemple, cet été, l'OM voulait se séparer de Geoffrey Kondogbia. Et c'est apparemment Roberto De Zerbi qui a insisté au motif d'un coup de cœur humain pour garder Kondogbia. Donc, par exemple, c'est quand même, je trouve que c'est assez parlant sur la situation de l'OM. Un joueur comme Cornelius, euh, c'est un joueur qui arrive pour faire rotation. Donc, quand on te dit rotation, dans une saison en plus où tu n'as pas de Coupe d'Europe, un joueur de rotation, c'est, allez, 10, 12, 13 matchs. Tu avais les chiffres, on en parlait en off, il est bien au-dessus de ça. Et finalement, ça a été un titulaire important de la saison de l'OM. Donc, ça s'explique par ça. D'une part, un entraîneur qui veut miser sur un joueur qui n'est pas fiable, à savoir Kondogbia, et également des dirigeants qui ont misé sur, par exemple, Cornelius pour 5 millions d'euros, sur un joueur qui, à mon sens, n'a pas le niveau de l'OM, qui n'a peut-être même pas le niveau du championnat de France. Donc ça s'explique par ça aussi. Ça s'explique aussi par une animation défensive qui est quand même réputée pour être fébrile. Je parle de celle de De Zerbi. Il suffit de voir ce qui se faisait à Brighton. Le foot, c'est pas de la magie. Si De Zerbi était médiocre défensivement à Brighton, il n'allait pas en arrivant à l'OM et avec des joueurs peut-être un peu moins bons que ce qu'il avait là-bas, révolutionner et avoir un système défensif qui passerait de médiocre à solide. Donc c'est un tout, mais après je vais quand même tempérer parce que dans les matchs qu'on a perdus, c'est rarement, voire jamais des matchs où on menait au score et finalement on s'est fait rejoindre, on a perdu parce qu'on a été mauvais derrière. C'est des matchs où on a eu du mal à exister, ou en tout cas à valoriser une illusion de domination offensivement, et derrière on l'a payé cher parce qu'on avait cette défense en carton. Mais c'est juste pour dire que voilà, si on a perdu des points, c'est à cause de la défense, mais c'est aussi parce que sur ces matchs-là où on a perdu des points, que ce soit des nuls ou des défaites, on n'a pas été capable de faire la différence. Quand tu perds 3-0, 3-1 à Auxerre, quand tu perds 3-1 au Vélodrome contre Auxerre, quand tu perds 3-1 contre Reims, c'est des matchs en plus où tu mets le 1 là, tu le mets à la fin du match. Donc c'est même pas des matchs où c'était serré et où offensivement tu as existé. Donc moi je ferai attention et je ne mettrai pas tout le dos sur notre défense pour expliquer la perte de points et les fameux 7 défaites. Il y a aussi ce qu'on peut reprocher, par exemple, à Luis Enrique qui a été reconverti en piston. Voilà, parfois ne pas avoir ses réflexes défensifs et c'est normal parce que c'est la première fois qu'il joue à ce niveau-là et dans ce couloir. Donc ça peut être quelque chose. Mais pour nuancer un peu ce que tu as dit par rapport à Cornelius, Samy, c'est que Cornelius, il arrive surtout comme une doublure de Brassier. Et ça, faut pas être amnésique sur Brassier. On ne s'attendait pas à l'échec. Et toi, je me souviens, Samy, que tu l'avais beaucoup critiqué cette recrue de Brassier qui avait été fait avant l'arrivée de Zerbi. Donc finalement, en ne concertant pas de Zerbi. Et donc tu te retrouves avec un mec qui est censé être titulaire toute ta saison. Tu te retrouves avec un échec sportif et humain, parce que l'échec de Brassier est surtout humain avant d'être sportif, à mon avis. Et Ouais. voilà, tu te retrouves avec Cornelius qui est obligé, bah, j'ai compté, finalement je l'avais sous les yeux, comme tu as dit, c'est un peu plus de 13 matchs. Donc c'est quand même pas rien, c'est la moitié des matchs, et ensuite c'est Kondogbia qui est pas un défenseur de métier. Donc ça veut bien dire, et en plus tu as eu le mercato d'hiver pour te renforcer, et tu l'as fait malheureusement avec un mec qui Il est y a eu souvent des blessé. matchs où, et il y a eu des matchs où Cornelius a été suspendu notamment, où il a pris des rouges. Donc, Ouais, voilà. Donc toi, Kylian, par rapport à la faute des dirigeants, d'avoir pris Brassier aussi, En plus, ouais. Moi, je pense on peut en vouloir à De Zerbi, mais je pense que si, alors, je m'amuse pas à trouver un fautif, mais c'est vrai que les problèmes défensifs cette saison trouvent leur origine dans ces mauvaises idées du mercato, je pense. moi, honnêtement, je suis d'accord avec Samy. Je pense pas que ce soit totalement de la faute de Zerbi si défensivement on a les soucis qu'on a là cette année. Parce que pour moi, honnêtement, je trouve que c'est plutôt un problème au niveau de la direction. C'est la direction qui a très mal travaillé, je trouve, cet été dans ce secteur. Il y a eu des choix de recrues pour moi qui n'ont pas été bonnes, notamment le choix Brassier, où voilà, il arrive avant l'arrivée de Roberto De Zerbi. Donc, De Zerbi a eu donc ce joueur qu'il n'avait pas choisi ni concerté au préalable. Donc voilà, donc là tu te retrouves un petit peu embêté. En plus derrière, tu as Brassier qui s'est jamais adapté à la physionomie de jeu. Donc ce qui fait que tu t'es vite retrouvé dans une galère avec ce joueur-là. Et derrière, tu te retrouves avec un Cornelius qui est surexploité, qui joue énormément, alors qu'il était censé être une doublure.
Donc voilà, pour moi, c'est pas totalement la faute de De Zerbi. De Zerbi, pour moi, fait avec le matériel qu'il a, mais c'est plus pour moi un problème avec la direction qui a très mal travaillé dans ce secteur cet été. Et je l'avais dit à maintes reprises toute la saison que j'avais peur que cette défense nous porte préjudice dans la course à la Ligue des Champions. Je vais pas dire qu'elle nous porte préjudice aujourd'hui, mais elle nous met pas non plus dans une position très, très confortable, alors qu'on aurait pu être dans une position beaucoup plus confortable qu'on ne l'est aujourd'hui. Et oui, mais Samy d'ailleurs, par rapport à ce qui va venir, donc on a rencontré le TEF, on a mis 3 buts, mais on en a pris deux avec un Cornelius très moyen, un Kondogbia qu'on voit un peu à la peine aussi. Tu peux te dire, mince, là il nous reste Monaco, il nous reste Lille, il nous reste deux, trois équipes sympas à affronter, c'est quand même inquiétant. Cornelius est quand même très moyen. Oui, mais là, pour moi, aujourd'hui, c'est en fait, il faut le voir comme enfin, faut le voir comme quelque chose qu'on ne pourra pas rattraper. Euh, Balerdi n'est plus là, il ne sera sûrement plus là. Ça va être forcément Cornelius, Kondogbia et Murillo qui vont finir la saison. Tu vas pas faire progresser ces deux joueurs-là d'ici le mois de mai, donc t'es obligé de les prendre et de les aligner comme ils sont et tu es obligé de solidifier ta défense d'une autre manière que qu'en les utilisant. Je m'explique. Moi, j'ai envie de voir nos milieux de terrain et je compte beaucoup sur le retour de Hébert pour être en fait les premiers remparts de cette défense, pour faire en sorte que cette défense fébrile soit le moins sollicitée possible. Et je pense que De Zerbi doit penser son animation d'une manière à se dire bah, malheureusement, c'est peut-être fataliste hein, ce que je vais dire, mais malheureusement, des buts, je vais continuer à en encaisser quoi qu'il arrive. Mais il faut que je sois capable d'en mettre plus que j'en encaisse. Donc, par exemple, le match de Toulouse, c'est un exemple parfait. Tu as pris 2 buts, tu en as mis 3. Pour moi, les 6 prochains matchs à venir vont se jouer, malheureusement ou heureusement, dans ce schéma-là. Dans un schéma où tu vas prendre des buts, mais ça ne sera pas grave que si tu arrives à mettre plus de buts que l'adversaire. Et également, faire en sorte que tu retrouves une souveraineté au milieu de terrain, parce que je trouve que sur nos dernières sorties contre Reims et Toulouse, mais surtout contre Reims, Benacer et Rongier ont vraiment énormément failli dans l'impact. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est une des forces de Valentin Rongier, c'est d'être un peu le chef au milieu de terrain, notamment dans les duels. Et je compte beaucoup sur le retour de Bière pour remettre cet impact-là et pour être le rempart de cette défense qui, voilà, faut vraiment sacraliser cette zone-là et faire en sorte que bah, les Kondogbia et les Cornelius soient le moins sollicités. Merci Samy, on va faire un petit jeu avant de passer à la suite. Vous allez composer votre défense, c'est-à-dire vous allez me dire qui vous faites partir pour l'an prochain et et à qui vous pensez, parce qu'on a eu déjà quelques rumeurs, on en a parlé en off un peu avec Kylian. En tout cas, moi je voulais terminer avec le fait que ça va être un gros chantier parce que, et les chiffres le prouvent, on a aligné, en tout cas deux herbiers alignés seulement 5 fois la même, en tout cas, la ligne de 5 qui a été le plus alignée a été alignée que 5 fois. Donc ça veut quand même dire beaucoup de choses en presque 30 matchs. Voilà, ça me semblait important. Mais en tout cas, Kylian, toi, je sais que tu fais venir deux ou trois joueurs sympathiques à l'OM l'année prochaine pour la potentielle LDC. En revanche, je ne sais pas qui tu fais partir, donc je suis curieux de te l'entendre dire. Bah, moi, personnellement, je pense faire partir déjà Paul Lirola pour commencer. Pour moi, ça doit être une priorité dans les départs pour la saison prochaine. Paul Lirola, pour moi, doit partir. Ensuite, Il n'est pas en fin de contrat, je pense que en défense, ouais, je me jure, faut recruter pour le remplacer. En défense centrale, je pense que Cornelius, s'il y a une offre qui arrive, je pense que lui aussi, pareil, sera libéré. Et pour les remplacer, on a beaucoup parlé d'Emeric Laporte, forcément, qui pourrait venir en tant que libre, je crois. Il est en fin de contrat là avec son club à Al Nasser. On a parlé aussi de Facundo Medina également, qui est au RC Lens et qui devrait partir de Lens cet été. Donc ouais, je pense que des joueurs comme Cornelius ou Lirola, je pense, seront sûrement amenés à partir. Je garde par contre Amir Murillo, parce que je pense qu'Amir Murillo, pour moi, est un joueur qui nous fera du bien
en rotation. On l'a vu déjà l'année dernière, on l'a vu déjà cette saison, que c'est un joueur qui est vraiment fiable. Et pour le prix qu'on l'a acheté, je trouve vraiment que c'est une doublure pour moi qui pour moi, en vaut la peine. Donc, ouais, comme défense, surtout en défense centrale, ouais, un Medina, la Balerdi, Laporte, pour moi, serait une défense vraiment, vraiment solide pour tenir son rang, que ce soit en championnat et que ce soit en Coupe d'Europe et pourquoi pas une Ligue des Champions. Ça a de la gueule sous deux Herbie, non, Samy, ce que nous propose Kylian. Oui, oui, bien sûr, mais moi, je fais Murillo, bon, il a prolongé, donc je pense que c'est certain, il va rester. Moi, je fais partir Kondogbia parce que, en plus de le faire partir, parce que c'est un joueur qui ne progressera plus et qui t'apporte peu, tu vas aussi gagner faire des économies sur son salaire. Et moi, celui que j'aimerais voir venir à sa place, c'est plutôt Clément Langlais. On parle beaucoup de Laporte, Hmm. mais si on fait partir Kondogbia parce qu'il n'est pas assez rapide, entre autres, hein, et qu'on fait venir Émeric Laporte, moi, ça me pose un problème de cohérence. Donc, et puis en plus, c'est un joueur qui a 31 ans, qui est en Arabie Saoudite depuis 2 ans. Moi, je me méfie beaucoup du côté, euh, je vais caricaturer un peu, hein, mais vacances en Arabie Saoudite et je reviens en Europe. En plus, pour jouer la Ligue des Champions, j'ai un doute sur sa capacité à se remettre dedans dans les exigences du haut niveau, du très haut niveau, les exigences d'un match tous les 3 jours, les exigences d'un match de Ligue des Champions. Alors que par exemple, un joueur que j'ai cité comme Clément Langlais, c'est un joueur qui est un peu plus jeune, un peu plus rapide, qui fait une très bonne saison à l'Atlético Madrid, qui appartient au Barça et le Barça veut le faire partir et je crois que le montant de son départ est fixé à 10 millions d'euros. Je trouve que c'est un choix plus cohérent, plus intelligent. Et puis ensuite, pour rejoindre Kylian, moi j'aime beaucoup la piste Medina parce que je trouve que c'est énormément ce qui nous manque, l'impact. Et également, je fais un lien avec ce qui se passe actuellement dans le football français, euh, avec la crise des droits télé, même si l'OM est un peu épargné, on va quand même un peu changer d'air. On a été dans une ère où on pouvait surpayer, que ce soit sur les montants ou que ce soit sur les salaires à l'étranger. Je pense que là, on va passer sur une période où on va peut-être faire un peu plus de transactions à l'échelle nationale en Ligue 1. On va faire nos courses en Ligue 1. Et je pense que, par exemple, un Facundo Medina sera plus abordable qu'un joueur qu'on ferait venir de l'étranger. J'ai cité l'anglais, mais je le cite parce que tu fais partir l'énorme salaire XXL de Kondogbia, donc il n'y a pas de problème. Mais pour faire venir un deuxième autre joueur de cette dimension, que ce soit l'anglais ou Laporte, ça sera compliqué. Alors qu'un Facundo Medina qui est à Lens et que tu pourras faire venir plus facilement à l'échelle salariale, je trouve que c'est plus abordable. Ok pour la défense, messieurs, bah, c'était très intéressant, tellement intéressant que ça a duré 18 minutes, donc peut-être qu'on va rogner sur les autres sujets. Il y en a un, bon, c'est un sujet qui est important parce on va parler de deux joueurs, dont un qu'on a mentionné par rapport à la défense, comme vous l'avez dit, fiable et rentable en plus, puisqu'il nous a coûté que 2,5 millions, donc ça ressemble à un transfert bonne idée. Donc c'est Amir Murillo évidemment. Et il y a Rabiot que j'ai noté, en tout cas sur le sujet, je l'ai noté, les indispensables. Et alors pourquoi je me pose cette question et pourquoi j'ai envie de vous la poser? Parce que mis à part Greenwood, est-ce qu'on serait pas sur les deux joueurs de la saison, avec évidemment Rouli, donc je vais réadapter les deux joueurs de champ, en tout cas indispensables à cette saison. Euh, bon, en fait, Murillo, s'il est là, je pense que c'est plus par rapport à la tournure inattendue de cette importance. Parce que si on met en hiérarchie, je pense que Balerdi est plus important que Murillo. Je pense qu'il y a peut-être Højbjerg aussi. Mais c'est bien de le rappeler, en tout cas, puisque Murillo va être, à mon avis, le patron de cette défense jusqu'à la fin de saison. Et donc, Murillo est l'indispensable pour les 6 prochains matchs. Et Rabiot semble être l'indispensable au niveau du leadership et même en termes de level sportif, pur et dur. Donc je pense que ce sont pour moi les deux joueurs qui vont être prépondérants jusqu'à la fin de saison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bah, le football reste collectif, mais si on devait en sortir deux du lot, pour moi ce seraient ces deux joueurs-là quand même. Ouais, absolument. Surtout que Murillo revient de blessure et on a vu en son absence qu'on a été en grande difficulté. D'ailleurs, la période de sa blessure correspond à la période
où on perd ce match-là en championnat, où on enchaîne les défaites. Et Rabiot également, même si Rabiot, moi, j'ai un peu je me méfie un peu de son sprint final parce que je sais que dans l'envie, dans la mentalité, dans l'implication, il y sera. Mais on parle d'un joueur qui est sur une. Alors, ça fait plusieurs semaines que je le dis, hein, mais on parle d'un joueur qui est sur une vingtaine de titularisations d'affilée. On parle d'un joueur qui a été concerné par les trêves internationales. On parle d'un joueur de 30 ans. Euh, je trouve, moi, ça me chagrine un peu parce que je trouve qu'on l'a pas très bien géré. Je trouve qu'on l'a pas assez reposé. On n'a pas assez, voilà, on n'a pas assez préservé. Et je me méfie un peu de son sprint final sur le point physique, hein, j'insiste. Hmm. Alors, bien sûr, son match de dimanche me fait mentir. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Tu l'as quand même pas trouvé un peu émoussé à la fin, avec la répétition des efforts. Bon, n'importe qui l'aurait été, mais il les fait, mais tout en C'est, étant c'est- claqué, quoi. Bah oui, en fait, c'est ça. Il est sur 20 titularisations d'affilée, hein. Je sais pas si on s'en rend compte. Et je pense que pour que justement il puisse finir les matchs et que les fameuses minutes dont tu parles ne se voient pas, il aurait fallu le préserver bien plus tôt. Maintenant, tu ne peux plus le faire parce que derrière, tu es très fébrile et tu ne peux pas te passer d'un joueur, comme tu le dis, Tino, indispensable, même sur un match. Donc, il fallait le faire. Pour moi, il y avait une fenêtre sur certains matchs, notamment au mois de février. Mais là, c'est fini. Donc, on va juste espérer qu'il ne se claque pas, qu'il ne se fatigue pas, qu'il puisse finir les matchs. Mais effectivement, on voit que sur certains matchs, il commence déjà à tirer la langue. Est-ce que, Kylian, tu nous rejoins et tu fais le 3 sur 3 sur cet avis Rabiot et Murillo? Je rejoins un petit peu Samy. C'est vrai que pour parler de Adrien Rabiot, c'est vrai qu'on a pas eu l'occasion de le faire souffler et pas eu l'occasion de le préserver un minimum. Après, je pense aussi que c'est aussi un petit peu de la faute du collectif de ne pas avoir pu le faire souffler, puisque on a malheureusement un petit peu saboté le mois de mars avec énormément de défaites, ce qui fait que les concurrents derrière nous au classement sont revenus, donc ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué de faire reposer un de tes cadres et un de tes meilleurs joueurs. Mais là où j'ai plutôt confiance en Adrien Rabiot, c'est que pour moi, c'est un très grand professionnel. C'est un joueur qui, voilà, qui dans l'implication, qui dans le leadership et répond énormément présent. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo notamment que l'OM a sortie sur le match de dimanche, mais tu sens vraiment un joueur totalement impliqué dans le projet et totalement en mission pour envoyer le club en Ligue des Champions. Donc je pense qu'au niveau de l'implication, il sera là. Et oui, pour moi, il est totalement indispensable au 11 parce que pour moi, c'est notre meilleur joueur, tout simplement en termes même de qualité. C'est un joueur qui est juste hors norme, qui fait quasiment tout au milieu de terrain, qui est décisif offensivement, qui a marqué énormément de buts. Je crois qu'il a marqué 6 ou 7 buts en championnat depuis le début de 7, la 7 et saison. 3 passes décisives, Donc voilà, exactement. pour moi, c'est Hmm. un joueur qui, exactement, pour moi, c'est un joueur qui est totalement indispensable. Et Amir Murillo, pour moi, c'est la très très bonne trouvaille de l'OM sur les deux trois dernières saisons. Ouais. Voilà, c'est un joueur qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds, 2,5 millions. Déjà, j'ai trouvé que sa saison dernière était plutôt correcte dans un contexte qui a été très, très compliqué, dans une équipe qui n'a pas été au niveau. Et là, cette saison, il a été promu titulaire. En tout cas, il a été beaucoup de fois titularisé. Et je trouve qu'il a été globalement très, très, très bon depuis qu'il est titulaire. C'est un joueur voilà, qui est fiable, c'est un joueur voilà, qui défensivement est plutôt correct et qui offensivement est capable d'apporter des choses. Petit bémol encore un petit peu, c'est que je trouve qu'il a parfois un petit peu trop de déchets, notamment dans la dernière passe, le dernier geste, un peu des approximations techniques. Mais sinon, en termes d'implication et en termes de qualité, je trouve que c'est un joueur pour moi qui est totalement fiable et pour le prix qu'il a été acheté, je trouve que c'est vraiment une des meilleures trouvailles qu'a fait l'OM sur les deux, trois dernières saisons. Ouais, je suis bien d'accord. En plus, c'est hyper satisfaisant parce que c'est pas un mec pour qui t'as cassé la tirelire et voilà donc le symbole même de rentabilité Exactement. le Panaméen. Rabiot, bah pour rebondir sur ce que vous avez dit, on va se quitter là-dessus pour ce sujet. C'est vraiment bah en plus il avait parlé après le match de Reims et je l'avais dit après le match contre Toulouse. Je pense que sur le terrain Kondogbia était le capitaine, mais dans toutes les têtes on savait très bien que c'était Rabiot le meneur d'hommes parce que il a vraiment assumé en tout cas ses paroles et je pense qu'il c'est lui entre autres, mais je pense que c'est le personnage principal de ce 11 qui tire les joueurs vers le haut et il y a qu'à voir sa reprise magnifiquement inspirée.
Et voilà, ça fait, je pense qu'il fait du bien à tout le monde. Il y a un autre milieu. Et Ouais, vas-y, Samy. juste, sinon, par contre, pour répondre à Kylian, je pense que tu aurais pu le préserver sur plusieurs matchs. Quand au mois de janvier, tu reçois Le Havre, je pense que tu peux le préserver. Quand on parle de préserver, c'est pas de ne pas le faire jouer, hein, mais juste le préserver sur une mi-temps, ça sera déjà pas mal. Quand tu joues Saint-Étienne au Vélodrome, tu aurais pu le préserver. Même à Auxerre, je trouve que, parce que Auxerre, c'est un match qui intervient avant l'enchaînement Nantes, Lens, Paris. Même à Auxerre, je pense que tu aurais pu le préserver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Le Havre, parce que Le Havre, ça intervient avant un déplacement à Rennes et un match de coupe contre Lille. Donc je trouve qu'il y avait des fenêtres. Mais juste pour finir sur Rabiot, moi, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est vraiment Monsieur Ligue des Champions à l'OM. Il y a eu énormément de storytelling sur son arrivée, sur le fait que le prolongement de son aventure à l'OM l'année prochaine serait conditionné directement à une Ligue des Champions. Et je trouve que c'est le seul joueur qui est dans ce cas-là. Et ça met en relief sa déclaration après la défaite à Reims, où vraiment il insiste sur moi, je veux jouer la Ligue des Champions. Il y a enfin, la plupart des joueurs de cet effectif sont venus pour d'autres raisons. Greenwood et Højbjerg sont venus pour De Zerbi, par exemple. Alors que lui, sa venue est vraiment conditionnée à la Ligue des Champions et à l'espoir de retrouver cette compétition. Donc c'est ça qui est encore plus fort chez lui. Tout à fait, moi je suis d'accord. Complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Samy, et je trouve que tu clôtures très bien le sujet. Euh, Kylian, c'est à toi d'entrer en piste par rapport à Benacer. Exact. On a parlé de ses récentes performances qui n'étaient pas à la hauteur de la hype de son transfert. C'est ça, et notamment dans les notes de la Provence où il a été vivement critiqué sur son match de dimanche. Alors moi, Benacer, ce que j'en pense, c'est que déjà, il faut se rendre compte déjà que pour moi, du talent qu'on a à l'OM au milieu de terrain, pour moi, c'est un joueur de très très grand talent. Quand il a été à son meilleur niveau à l'AC Milan, ça a été un joueur vraiment qui a fait de très très belles choses. On l'a vu notamment en Ligue des Champions. Pour moi, c'est un joueur de très très haut niveau. Maintenant, le problème avec Benacer, c'est que pour moi, il y a beaucoup de circonstances atteignantes qui peuvent expliquer pour moi les mauvaises performances de Benacer à l'OM. D'abord, on a un joueur qui arrive, qui n'a pas eu de préparation, qui n'a pas eu de moment pour se préparer. On a un joueur qui a été énormément blessé, il a eu beaucoup de rechutes, beaucoup de pépins physiques. On a un joueur qui a très peu joué cette saison, parce qu'avant qu'il arrive à l'OM, on a quand même un joueur qui n'a pas beaucoup joué à l'AC Milan. Il était revenu, je crois, 2, 3 semaines avant son transfert à l'OM, et c'était un joueur qui n'avait pas beaucoup joué à l'AC Milan. Donc voilà, il y a des circonstances quand même qui sont atteignantes pour expliquer les mauvaises performances de Benacer. On a vu quand même que contre Angers et Saint-Étienne, sur un petit échantillon, ce qu'il était capable d'apporter au groupe et ce qu'il était capable d'apporter au collectif. Moi, je pense qu'il faut laisser du temps, énormément de temps, parce que pour moi, c'est un joueur de très très haut niveau et c'est un joueur qui va nous faire énormément de bien au milieu de terrain. Et on a de la chance d'avoir ce joueur-là au milieu de terrain parce que pour moi, c'est un profil qui, pas qui nous manquait, mais c'est un profil qui est totalement différent de ce qu'on a déjà depuis le début de la saison. Par rapport à Rabiot, par rapport à Højbjerg, par rapport à Rongier, c'est un joueur qui est totalement différent dans le profil. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut laisser énormément de temps à Ismaël Benasser. Alors oui, c'est vrai que ses performances sont peut-être décevantes pour certains, peut-être que d'autres en attendaient mieux, peut-être que d'autres attendaient à ce qu'il éclabousse le milieu de terrain. Mais voilà, il y a des circonstances pour moi qui sont atteignantes pour expliquer les performances de Benasser et je pense qu'il va falloir lui laisser énormément de temps parce que voilà, c'est un joueur qui a eu beaucoup de soucis physiques, beaucoup de problèmes également dans sa carrière. Donc voilà, moi je me fais pas de soucis pour Benasser, je sais qu'il va revenir à un très très bon niveau et il va le montrer dans ce sprint final. Merci Kylian. Samy, d'accord, pas d'accord? Oui, oui, totalement en phase avec Kylian. Je pense qu'il a tout dit. Donc je vais pas le paraphraser. Mais oui, pour moi, on est sur un joueur top niveau. Pour moi, on est dans la continuité des arrivées. On est dans le même sac que Rabiot, que Højbjerg, Greenwood, ce genre de joueurs qui te font passer dans une nouvelle dimension. Moi, j'adore ce joueur, j'adore ce profil. Effectivement, comme l'a très bien dit Kylian, c'est un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain. Et puis, il faut pas oublier, il faut pas non plus être impertinent. Euh, Benacer, il est aussi à l'OM parce que justement, il a été touché par toutes ces blessures-là.
parce que s'il n'avait pas été touché par toutes ces blessures, il serait ailleurs et il serait même pas au Milan, il serait même au-dessus. Donc si aujourd'hui il est à l'OM, c'est parce qu'effectivement il est en délicatesse avec sa forme physique. Donc on ne peut pas demander à avoir un Benacer à l'OM en 2025, un Benacer, le Benacer de 2021-2022. Mais il va quand même monter en puissance et moi je pense qu'il va retrouver ce niveau-là, mais il faut pas non plus être ingrat avec la situation et oublier les raisons pour lesquelles il est venu, même si moi je pense que pour le sprint final, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la fébrilité de notre défense et le fait que notre milieu de terrain doit vraiment être notre défense finalement et notre rempart, je me demande si c'est peut-être pas le joueur au milieu de terrain qui doit peut-être, je dis bien temporairement, sortir du 11 sur quelques matchs parce que je pense que Højbjerg et Rabiot et Rongier, déjà Rabiot est indéboulonnable, et Højbjerg et Rongier ont plus ont une faculté à mettre de l'impact un peu plus que Benacer. Et je pense que justement l'impact, c'est ce qui va nous permettre à protéger notre défense fébrile. Mais sinon, moi, si l'OM est en Ligue des Champions la saison prochaine, au mois de septembre, Benacer, c'est le premier joueur que je mets sur mon 11. Là, ce que je viens de dire par rapport au fait que pour moi, c'est un joueur que je ferais sortir pour le sprint final, c'est uniquement c'est situationnel en fait. C'est lié à notre défense. Mais pour moi, ça reste un joueur XXL. Mais tu as préféré Rongier à Benacer contre Toulouse? Oui, oui, clairement. Oui, Ah je ouais? trouve que Rongier, il est un ton au-dessus. Ouais. Ok. Contre Toulouse, je trouve que Rongier, il est un ton au-dessus. Euh, je trouve que c'est le premier joueur qui est trouvé sur les sorties courtes. Il arrive à casser le pressing par sa mobilité. Il met l'impact qu'il faut, notamment en deuxième mi-temps. Il n'a pas été parfait, comme toujours. Il n'est jamais parfait, Rongier. Mais je trouve qu'il a été au-dessus. Après, dans l'absolu, je trouve que Benacer est un joueur qui est 3, 4 fois plus fort que Rongier. Mais en ce moment, enfin, là, sur Toulouse, je le trouvais au-dessus. Même si contre Reims, il était très mauvais, Rongier. Mais ouais, je le trouve au-dessus quand même. Pas toi? Ok. Bah justement maintenant j'ai trouvé que Benacer il m'avait semblé qu'il faisait plus de passes progressives, il faisait mieux avancer le jeu que Rongier en tout cas. J'ai trouvé, il venait peut-être moins chercher de ballon, par contre au niveau des duels je l'ai trouvé plus impactant, encore une fois. Bah, après, il faut se dire aussi qu'on est en train de dire que Benacer, en ce moment, il est moyen. Mais en fait, il faut aussi se dire que en fait, c'est un joueur qui est tellement d'une autre planète que même sur un match moyen, il va faire des trucs où on va se dire, mais il est super ce joueur-là. Hmm. Donc oui, effectivement, sur un match contre Toulouse, où par exemple, moi, je l'ai trouvé pas très bon, tu vas forcément trouver des moments où il va faire des choses excellentes. Ouais, j'ai quand même préféré Rongier, surtout en deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé en deuxième mi-temps Rongier. Mais c'est pour ça que j'ai pas compris. Ouais, Rongier est monté en puissance dans la rencontre, mais moi j'ai vraiment pas compris les critiques de la Provence. C'était donc les vives critiques en tout cas. Il y a des critiques à faire, c'est sûr, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'ils bon, ils sont allés, on en a parlé, hein, ils y sont allés avec sarcasme, mais bon, c'est leur style, on les connaît pour ça. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça hyper pertinent en fait, de taper dessus en plus maintenant à ce moment-là. Je sais pas, j'ai un doute. Je sais pas ce que t'en penses, Kylian. Moi, j'étais un peu surpris. Bah, j'étais également surpris, honnêtement, de la manière dont comment ça a été formulé. Enfin, honnêtement, je trouve que oui, son match est critiquable, honnêtement, comme a dit Samy, et je le rejoins là-dessus. Pour moi, j'ai préféré également Rongier à Benacer dimanche soir. Mais pour moi, Benacer fait un match moyen, mais loin du match catastrophique comme on a pu le lire dans la Provence. Parce que quelqu'un qui va lire la Provence et qui n'a pas vu le match dimanche, il doit se dire que Benacer, il est complètement passé à côté de son sujet, alors que pas du tout. J'ai pas trouvé un Benacer complètement catastrophique. Alors oui, il nous a habitués à mieux et il peut faire largement mieux que ce qu'il a proposé dimanche soir. Mais pour moi, les critiques de la Provence étaient comme s'il avait été zéro et qu'il avait été en dessous de Oui, tout sur le voilà. match de dimanche soir, alors que c'est pas du tout la réalité. Puis il y a une passe D pour Greenwood. Ah, Non, je rigole. il y a une passe D, il y a une passe Euh, D pour il y a une passe Mais, D, mais bon, mais il y a c'est une une, il y a passe une, il y D. a- Moi, j'appelle pas ça une passe D. J'appelle pas ça une passe décisive, mais bon, c'est compté dans les stats, mais On s'est compris. ouais, non, mais c'est on en rigole, mais dans les stats. on en rigole, mais il y a surtout une passe clé, et là, ça c'est quand même à mettre à son compte sur l'occasion ratée en fin de match de Luis Enrique, la récupération haute
qui est faite dans les pieds toulousains, Exact. c'est Benacer Voilà. qui sert Greenwood, qui ensuite Mais il sert en a Luis fait Enrique. plusieurs. Il en a fait plusieurs quand même des Ouais. récupérations hautes, notamment en Oui, oui, première on a toujours mi-temps. beaucoup. Ouais. J'ai le souvenir qu'en première mi-temps, il y a quand même beaucoup de situations où c'est lui qui est le premier rideau au milieu de terrain pour récupérer les ballons et pour amorcer les attaques. Donc, Mm. Je suis d'accord. En tout cas, voilà pour Benacer. Les gars, si vous avez plus rien d'autre à dire ou à rajouter, on peut passer à Quentin Merlin, sur qui on a déjà fait des sujets dans DLZ. Le dernier en date, c'était le problème Quentin Merlin, parce que c'était à une époque, je me souviens, on était plus sur la période Auxerre, Nantes, Lens, où c'est vrai qu'on était très agacé de la dynamique de Quentin Merlin, et donc on tirait aussi, et parfois à juste titre, dessus. Et c'est vrai que maintenant qu'il a redressé la barre, parce que je me souviens enfin, je me souviens avoir été très agacé par ses performances, peut-être parfois un petit peu trop, euh, injustement, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir du dernier match contre Toulouse, c'est que je l'ai trouvé dans les duels, même de par sa concentration, ses choix. Alors je ne sais pas si c'était une question de vis-à-vis ou une question de confiance, mais je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus pertinent et juste. En fait, ce qui m'a marqué, c'est juste parce qu'il y a un mois, je le vois vraiment pas faire la passe juste comme ça à Rabiot sur le premier but, le contre son camp de Soiseau. Il la met parfaitement, vraiment millimétré. Et sur le but aussi, le troisième but de Rabiot, c'est lui qui provoque. Je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Samy ou ça doit être en parlant avec quelqu'un Ouais, d'autre, mais c'est c'est moi, toi qui ouais. avais dit le boulot de Merlin pour déstabiliser son Ouais, adversaire, il le faisait pas avant. C'est toi qui l'avais dit? c'est ça Ok. exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est important à souligner parce que c'est vrai que quand tu revois le but, voilà, il fait une feinte de corps, etc. Et ça, je pense que c'est le paramètre confiance. Donc Samy, toi, qu'est-ce que tu as remarqué de Merlin sur le dernier match? Alors évidemment, tout en évitant de s'enflammer, parce que ça reste c'est presque même pas une dynamique, parce que contre Reims aussi, il a été à l'image du collectif. Mais là, au moins, on est témoin de ce qu'il peut faire et de ce qu'on aimerait qu'il fasse plus. Bah, c'est simple, on parle d'un match où l'OM a mis 3 buts et on parle d'un joueur qui a été impliqué sur 2 buts sur les trois. Tu l'as très bien dit, sur la passe de Rabiot, il a très peu fait depuis qu'il est à l'OM tout court, même la saison dernière et encore plus ces derniers mois. Et moi, ouais, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce geste de déstabilisation qu'il essaye de faire. Et il arrive finalement à déstabiliser son défenseur pour derrière trouver une brèche et y aller pied droit en conduite de balle, percer cette défense. C'est exactement ce qu'on lui demande parce que j'aime à le répéter souvent et je m'en lasserai jamais de le répéter. Dans ce système de deux arbitres avec ces équipes adverses qui mettent énormément déjà les blocs bas, mais énormément de densité dans l'axe, le travail d'ouverture et le fait de trouver les failles doit venir malheureusement de nos pistons, Luis Enrique et Quentin Merlin. Et donc, c'est à eux de prendre des initiatives individuelles parce que le reste de l'équipe, le reste du 11, sont dans une forme de densité dans l'axe. Alors que eux, Luis Enrique et Quentin Merlin, sont les seuls joueurs de cet effectif qui, sur un match, vont avoir un peu d'espace sur les côtés. Donc, son rôle est vraiment très, très, très important. Et c'est pour ça qu'on a été aussi dur avec lui, parce qu'on le voyait trop peu faire. Ce genre d'initiative individuelle, balle au pied. Donc là, il le fait et ça nous sourit. Et ça prouve qu'on n'avait pas tort au début quand on le critiquait. Moi, j'avais vu déjà un peu de mieux depuis le match à Saint-Étienne, contre Saint-Étienne au Vélodrome. C'était fin janvier, début février. Je m'étais posé la question à l'époque. Je me suis dit, est-ce que c'est en lien avec l'arrivée de Dedic? Est-ce qu'il s'est senti un peu menacé? C'est peut-être pour ça qu'il rehausse le niveau. Mais en tout cas, moi, je suis très content de voir que c'est un joueur qui a pris la pleine mesure des critiques qui lui ont été faites, qui ne s'est pas braqué, qui a travaillé et qui a retrouvé un niveau plus que correct assez rapidement. C'est vrai qu'on a même douté en fait à un moment de son aptitude à être joueur pleinement titularisé à l'Olympique de Marseille. Et je pense que là-dessus, je peux faire une sorte de mea culpa parce que je pense que je me suis trompé. On l'a vu être un très bon joueur de Ligue 1 et en Ligue 1, je pense qu'il n'était juste. Peut-être qu'il y avait une forme d'inhibition à un moment donné quelque part. Voilà, on sait que ça reste un jeune joueur. Il y avait des choix qui étaient complètement catastrophiques et on se disait même, oui, bon là, c'est peine perdue, mais c'est vrai que
bah, sur l'année dernière, il a eu sa blessure, mais quand il est arrivé, on l'a pas vu faire de choix aussi catastrophiques. Donc ça peut être encore une fois un paramètre de confiance. Donc s'il arrive à inverser cette tendance, moi je suis très très satisfait. Kylian, qu'est-ce que tu penses? J'avais noté nouveau visage, encore une fois de Merlin, mais c'est plus une nouvelle dynamique. Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi personnellement je suis très très content des dernières performances de Quentin Merlin. Pareil, j'avais noté également qu'il avait eu une très grosse baisse de régime sur le mois de février, début mars, même tout le mois de mars, j'ai envie de dire. Mais voilà, je trouve que honnêtement, on voit un Quentin Merlin de plus en plus incisif. Je le reprochais vraiment d'être moins incisif en fait dans ses choix. Je le trouvais moins tranchant, notamment offensivement, où je trouvais que ses centres étaient parfois imprécis, ses choix étaient parfois discutables. Et défensivement, je le trouvais un petit peu friable, comme à peu près l'entièreté de la défense sur les dernières semaines. Mais là, j'ai vu un Quentin Merlin beaucoup plus incisif, beaucoup plus tranchant, un Quentin Merlin qui a mis beaucoup plus de volonté également. Je trouvais par moments qu'il était un petit peu en dilettante, notamment sur les tâches défensives, les tâches offensives. Là, je le vois se battre sur chaque ballon. On l'a vu sur le troisième but de dimanche, la volée de Rabiot. C'est lui qui se bat pour gratter ce ballon et pour permettre derrière à Rabiot de mettre sa volée et de faire le break. Donc voilà, donc on voit un Quentin Merlin de plus en plus voilà, incisif, un Quentin Merlin de plus en plus décidé et ça fait plaisir parce que je trouve que pour moi c'est un joueur qui a énormément de potentiel et j'étais très très content quand on l'a recruté parce que même à Nantes je trouvais que c'était déjà un très bon joueur de Ligue 1. Mais voilà, il lui manquait, je pense, un petit peu de constance, un petit peu plus de régularité dans ses performances. Et j'espère pour lui et j'espère pour nous que c'est quelque chose de bien pour le sprint final, qu'il puisse avoir cette confiance, cette régularité pour qu'il puisse progresser encore un petit peu plus à l'Olympique de Marseille. Je pense aussi qu'il a aussi souffert parce qu'à un moment, il était vraiment au plus mal lorsque l'équipe était au plus mal. Donc peut-être qu'on a identifié le mal de l'équipe, on Exact. l'a un peu mis sur le dos de Quentin Merlin, parce qu'en plus, il faisait des choses visibles. Il faisait des erreurs extrêmement visibles, c'est-à-dire des centres absolument horribles, ou même des frappes qui n'en étaient même pas. Et c'est vrai que, bon, Et parfois, des erreurs de placement défensif ouais, aussi. t'as On n'avait tendance pas à, parlé aussi, mais il faisait beaucoup d'erreurs de placement défensif, notamment au niveau de la gestion de la profondeur sur son côté. C'était atroce. voilà, donc t'as tendance aussi, toi, avec ton cerveau d'humain, à te souvenir de ce qui est très, très observable. Et c'est vrai que les erreurs de Quentin Merlin étaient beaucoup plus obvious, peut-être que certaines un peu plus invisibles, on va dire, dans le jeu. Les gars, on va parler d'un autre piston, notre droit, parce que je crois qu'on vient d'en perdre un. On vient de perdre notre piston droit, les gars. C'est la personne de Luis Enrique qui va partir à l'Inter Milan l'année prochaine. Donc ça va être un chantier, mais on s'en débarrasse entre guillemets, hein. J'ai l'impression qu'on parle d'une persona non grata, mais ce n'est pas ça. C'est un joueur qui part pour 30-35 millions, qu'on a acheté 10 millions. Le retour sur investissement est bon, surtout qu'on a été patient, donc on a eu raison d'être patient. Je pense et on en a parlé déjà avec Samy, donc je vais d'abord te demander, toi Kylian, ton avis, mais je pense que c'est le bon moment pour entamer le divorce et en tirer 30-35 millions. Parce que Samy nous faisait une métaphore automobile dans le dernier DLZ qui était géniale, c'est-à-dire que c'est une voiture, voilà, je vais te faire éviter de la répéter, donc je vais la répéter moi-même, une voiture voilà, qui t'a fait confiance pendant quelques années, mais que tu savais qu'elle pouvait te lâcher à tout moment. Et aujourd'hui, tu te retrouves à voir qu'elle t'a jamais lâché. Et donc, tu dois prendre cette opportunité de la revendre avant qu'elle te lâche. Kylian, qu'est-ce que tu penses de ces propos tenus par un grand homme ici à ma gauche dans le template? Non, je suis totalement d'accord avec lui et pour moi, dans le sens où c'était inespéré surtout. Parce qu'il faut savoir que Luis Enrique revient quand même de très très loin. Il arrive à l'OM en 2020 du Brésil. Voilà, il a une adaptation qui a été très très compliquée. Sa saison avec Sampaoli a été très très moyenne. Il part au Brésil en prêt pendant un an et demi, me semble. Il revient
et on voit un joueur qui est totalement transformé, un joueur qui joue avec beaucoup plus de confiance, un joueur qui est de plus en plus tranchant, un joueur qui est de plus en plus décisif. Il y a notamment son penalty qui permet de nous qualifier en demi-finale d'Europa League contre Benfica. Et il y a l'arrivée de Zerbi qui lui met encore beaucoup plus de confiance, qui l'installe vraiment comme un joueur important de son système. Et on voit un Luis Enrique de plus en plus décisif, qui a fait une très belle saison statistiquement parlant, même si ces dernières semaines, j'ai été très critique envers lui parce que j'ai trouvé que ses performances étaient nettement en deçà de ce qu'il nous avait montré en début de saison. Mais voilà, le vendre 30-35 millions à l'Inter Milan, pour moi, c'est quasiment inespéré. On m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, jamais je l'aurais cru. Et même pour lui, je trouve que c'est un très très bon choix de carrière. Il va jouer dans un club, un top club européen qui joue le titre en championnat, en championnat d'Italie et qui fait souvent des beaux parcours en Ligue des Champions, dans un système aussi qui saura le mettre en valeur, avec ce système du coup qui est quasiment le même qu'à l'OM, hein, ce 3-4-3, 3-5-2 que joue l'Inter. Donc, pour moi, tout le monde est gagnant, on va dire, dans ce deal. L'OM est gagnant parce que l'OM récupère une somme sur un joueur qui était inespéré. Et Luis Enrique est gagnant puisque voilà, il step up dans sa carrière, il passe un cap, il va jouer dans un gros, gros club européen. Donc voilà, donc je trouve que finalement, toutes les parties sont gagnantes et c'était vraiment, vraiment pas gagné il y a encore 2-3 ans. Mm. Donc pour moi, c'est une très, très bonne chose pour tout le monde. C'est clair, hein, hâte de le voir évoluer dans cette formation avec des joueurs comme Lautaro ou Marcus Thuram, puis même voilà, c'est quand même un grand club avec des grands joueurs, on l'a encore vu ce soir. Samy, toi, tu sais, on en parlait, tu me disais ouais, c'est bien payé si déjà on en tire 30 millions, donc j'imagine que tu es assez satisfait quand tu entends les montants évoqués, on parle de 30 à 35 millions. Ah, oui, sans rien lui enlever, il fait une saison, une très bonne saison. Euh, mais voilà, il faut pas non plus oublier d'où l'on revient avec Luis Enrique. Je pense que déjà au début de cette saison actuelle, euh, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui s'imaginait que Luis Enrique allait avoir une place aussi importante dans le 11. Il a vécu des saisons très difficiles à l'OM. Euh, à un moment, pour nous, c'était inespéré, mais juste qu'il puisse jouer un match complet et qu'il puisse jouer 90 minutes à l'OM, à un moment, c'était pas envisageable pour nous. Il était tellement loin dans le circuit. Là, il se retrouve à être un homme fort de Roberto De Zerbi dès la première saison, dans un projet ambitieux. Mais je pense que l'OM doit et a su être pragmatique, à savoir, tu as un joueur qui a enfin fait ses preuves. Ton modèle économique, c'est quand même de revendre tes joueurs que tu arrives à valoriser. Tu as un mini doute, si je peux me permettre, sur la capacité de ce joueur à justement répéter les performances sur plusieurs saisons et notamment sur des saisons européennes. Bah, il faut être pragmatique et je trouve que l'OM a été pragmatique sur ce coup. 30-35 millions sur un joueur que tu as acheté 10 millions il y a 5 ans maintenant. Je pense que le timing est excellent et je pense que, comme l'a dit Kylian, tout le monde y trouve son compte. Donc je ne vois pas l'intérêt de retenir Luis Enrique. En fait, il faut se dire très, très simplement, aujourd'hui, Luis Enrique va partir à l'Inter de Milan pour 30 millions d'euros. Si demain Luis Enrique n'est pas à l'OM, il joue ailleurs, et que l'OM a 30 millions d'euros à mettre sur un piston ou un ailier, est-ce que vous, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que les 30 millions d'euros que je vous donne, vous les mettez sur Luis Enrique? Je pense que non, je pense que vous allez peut-être me citer d'autres joueurs. Donc aujourd'hui, on va nous donner 30 millions d'euros cet été, et je pense que ces 30 millions, on va les mettre sur des joueurs peut-être un peu meilleurs que Luis Enrique, des joueurs peut-être auxquels vous pensez, et donc c'est très bien comme ça. Moi là, j'ai rien en tête. Surtout qu'avec l'argument Ligue... Surtout qu'avec l'argument Ligue des Champions, tu peux aller chercher un piston peut-être de plus gros calibre et de Ah, meilleure déjà, qualité que Luis Enrique, avec l'argument Ligue des Champions notamment, si tu accroches cette qualification. Kylian, tu penses à Jérémy Frimpong, évidemment. Ça va être un peu plus compliqué, Jérémy Frimpong, je pense, hein. Ça Non, dépendra trop cher, des. beaucoup trop Je cher. pense qu'il y aura beaucoup de gros gros clubs européens. Ce sera déjà très très cher et je pense qu'il y aura des gros gros clubs européens sur lui. Donc C'est ça vrai va que être très compliqué, ça voire même m'étonnerait. infaisable. Mais, mais par rapport à Luis Enrique, ouais, puis tu disais, bah, je vous invite à la voir pour tout viewer. Samy, c'était intéressant sur cette vidéo. Je me souviens que ça avait été très très intéressant d'en parler. C'était surtout le fait que la vente de Luis Enrique t'évite peut-être de vendre un autre cadre ah oui. en raison des pertes économiques.
de cette année. On doit faire rentrer de l'argent et c'est vrai que c'est une aubaine, comme tu disais, de faire rentrer de l'argent pour Luis Enrique, autant d'argent en tout cas, parce que ça veut dire que ça peut t'éviter de vendre de le faire sur un Rabiot, autre joueur. Exactement. Greenwood ou Balerdi, pardon. Donc, ouais. Oui, c'est ça, exactement. On est dans le modèle économique de l'OM, je vous apprends rien, c'est quand même de vendre, de vendre tes meilleures valeurs marchandes au meilleur moment. Je vous rappelle au cas Guendouzi ou au cas Florian Thauvin un peu plus loin. Et donc aujourd'hui, si tu, avec en plus la crise des droits télé qui exacerbe cette situation de devoir trouver du cash, si au 1er juillet, on te dit que tu as déjà encaissé 30 millions sur Luis Enrique, et bah, tu te dis que c'est 30 millions en moins à trouver sur un autre joueur, un Rabiot par exemple, un Balerdi. Donc pour moi, c'est très intéressant. Et quand bien même on viendrait te demander Balerdi, bah, là où si tu n'avais pas pu faire sortir Luis Enrique, 30 millions pour Balerdi, tu les aurais peut-être acceptés. Là, maintenant que tu sais que tu as déjà les 30 millions de Luis Enrique, et ben, le club qui va te proposer 30 millions pour Balerdi, tu pourras le regarder dans les yeux et leur dire bah non, c'est 50. Parce que moi, Balerdi, j'ai pas forcément besoin de le vendre, j'ai déjà vendu Luis Enrique, donc j'ai déjà du cash. Donc je trouve que c'est aussi un levier intéressant sur d'autres joueurs de l'effectif. On va se remémorer, merci Samy, merci Kylian, on va se remémorer quelque chose de très agréable. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, plus J+1 évidemment, vu que vous regardez cette émission le mercredi et non le mardi 8 avril 2025. C'est il y a 3 ans, jour pour jour. Cengiz Ünder tirait un corner droit et le mettait entrée de surface pour Monsieur Dimitri Payet, qui envoyait un missile qui rase la tête de Bakambu, et heureusement que Bakambu s'est baissé, et qui termina dans les filets du PAOK, du gardien du PAOK, voilà, en quart de finale de Conference League. Et un des plus beaux buts de la carrière de Dimitri Payet, ça se tape entre celui-là et le coup franc à West Ham qui prend une trajectoire absolument dingue. Mais je pense que si je devais en retenir deux de Dimitri Le Payet, but aussi, le but qu'il met aussi avec l'équipe de France contre la Roumanie aussi à l'Euro était pas mal aussi. Ouais, 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 c'est vrai. En plus, exceptionnel. avec le contexte, il fait du bien. C'est vrai. Mais Ouais, en- avec le pied Le but, gauche, le contexte, dernière seconde, dans les dernières minutes au Stade de France, hmm, et c'était solide. le but refusé grâce à à Mitroglou, l'intellectuel Mitroglou qui fait faute contre. Contre Leipzig, ouais. il Mais a failli faire il en refuser met le deuxième. un aussi beau quelques minutes Oui, il se après. rattrape. Il se rattrape, c'est vrai. Mais même sur le deuxième, Mitroglou fait tomber quelqu'un, donc il aurait pu faire annuler le Oui, deuxième but. un intellectuel, hein. Ouais. Mais en tout cas, ça nous permet, ce flashback nous permet de revenir sur déjà la saison d'un joueur, la dernière saison pleine, si j'ose dire, d'un joueur qui a marqué l'Olympique de Marseille, c'est celle de Dimitri Payet sous Sampaoli, qui est un grand cru. Et ça nous permet aussi de parler de cette épopée, entre guillemets, en Europa League, parce que tu as 6 matchs en tout, puisque tu es reversé en Conference League en provenance d'Europa League. Et tu as un peu une déception quand même avec ce match retour de Feyenoord. Donc, Samy, toi, qu'est-ce que ça t'évoque déjà, d'une part, la saison de Payet, et dans un second plan, ce que tu peux me dire sur ce match retour de Feyenoord et ce que t'a procuré cette Conference League, qui était toute nouvelle d'ailleurs. C'était la première édition de la Conference League. Et c'était avec des déplacements assez sympas en Europe. On a eu Karabakh, on a eu Bâle, et ensuite on a eu le PAOK. Donc je t'écoute. Non, c'est une saison 2021-2022 où Payet a marché sur l'eau après une énième saison ratée de sa part à l'OM juste avant. Une saison où il a été vraiment le métronome de cette équipe pendant de nombreux mois. L'homme a tout faire. Il a été placé dans un cocon par Sampaoli qui lui a permis de déployer toutes ses qualités. Et ouais, c'est un immense souvenir. Moi, ça me rappelait un peu le Payet de Bielsa qu'on arrivait à trouver dans l'axe avec beaucoup d'espace devant lui pour servir ses coéquipiers, toujours dans le bon timing. Il a été énormément décisif aussi dès la première journée. Je me rappelle de ce match à Montpellier où il met un doublé pour renverser le match, un match qu'on perdait 2-0 en plus. Donc voilà, le joueur hyper décisif et forcément un très grand souvenir. Par contre, honnêtement, pour la Conference League, je vais être bien moins enthousiaste. Moi, cette épopée, elle ne m'évoque rien du tout. Déjà, en le présentant, Tino, tu l'as bien dit, tu te retrouves en Conference League, tu te
tu te retrouves pas en Conference League parce que tu es qualifié en Conference League. Tu te retrouves en Conference League parce que tu te fais sortir d'un groupe en Europa League. Et quand tu te rappelles des matchs d'Europa League, tu te rappelles à quel point Sampaoli a été médiocre et incompétent dans son coaching et à quel point il a été le coupable de cette élimination et non pas de cette qualification, mais de cette élimination en Europa League. Parce que je pense qu'on avait vraiment des arguments justement à faire valoir cette saison-là avec un joueur comme Dimitri Payet en Europa League et que finalement on s'est fait sortir et que on s'est retrouvé en Conference League. Après, forcément, en Conference League, tu joues contre des équipes bien moins bonnes que ce que tu avais en Europa League. Donc ça a été, je pense à ce match contre Bâle, je pense à ce match contre le PAOK, Ouais. avec en C'était point d'orgue relativement cette facile, hein. reprise. Oui, et c'est de reprise de volée de Dimitri Payet qui est exceptionnel. Mais honnêtement, moi, j'ai très peu vibré sur cette épopée-là. En plus, contre Feyenoord, tu te fais sortir lamentablement en ne proposant rien au match retour. Donc, franchement, moi, c'est pas une épopée qui m'a marqué vraiment pas. À cause de l'élimination en Europa League. Malgré le fait que ce soit quand même de l'Europe. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, on a été plombé par le coaching frileux, médiocre de Sampaoli, qui nous a coûté l'élimination. Et pour moi, à partir du moment où on était éliminé de l'Europa League, la Conference League, pour moi, j'y pensais même plus. Donc, après, c'est subjectif, hein. Hmm. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, je l'ai très mal vécu. Kylian, on a parlé quand même de la saison de la deuxième meilleure saison de sa carrière de Dimitri Payet, en tout cas à l'OM. Sa carrière, j'ai pas vérifié, mais en tout cas à 34 ans, il fait sa deuxième meilleure saison à l'OM devant celle de Bielsa. Toi, pareil, hein, je vais te poser les mêmes questions. Qu'est-ce que ça t'évoque si tu devais me parler de ces souvenirs-là? Alors moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Bah déjà, c'est des bons souvenirs, parce que moi, j'ai le souvenir d'un Dimitri Payet qui, sincèrement, nous a quasiment régalé tous les week-ends cette saison-là, même tous les 2, 3 jours. Ça a été un joueur hyper important dans le système de Sampaoli, un joueur qui, voilà, qui a su distribuer énormément de bons ballons, qui a su être décisif. Samy a parlé du match à Montpellier, ce match où il met ce doublé qui permet de renverser la rencontre. Mais voilà, il y a eu aussi des gros matchs. Je me rappelle d'un match contre Lorient, le match d'hommage à Bernard Tapie, où il fait un match extraordinaire dans la qualité technique, dans les choix, dans l'intelligence de jeu. Ça a été juste une véritable partition. Donc voilà, et puis forcément, pour moi, le souvenir, le point d'orgue de cette saison-là, c'est ce but extraordinaire qu'il met contre le PAOK, cette volée extraordinaire. Malheureusement, il n'a pas gagné le prix Puskás cette saison-là. Voilà, c'est la seule saison où il fallait le donner à un handicapé. Malheureusement, bah, c'est tombé sur Dimitri Payet. Hmm. Mais voilà, il a fait une saison extraordinaire, il nous a régalé, il a été un des acteurs majeurs de notre qualification en Ligue des Champions la saison qui suit. Et pour en revenir à la Conference League, je suis du même avis que Samy. Pour moi, est-ce qu'on peut vraiment parler d'épopée en Hmm. Conference League? Euh, Tu peux peut-être parler de l'épopée de l'Europa League en 2018 quand on va en finale, voire même l'épopée de l'Europa League la saison dernière où tu vas jusqu'en demi-finale, malgré une saison très 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 faible en championnat. Ouais. Mais la Conference League, je suis désolé. Déjà, on ne devait absolument pas se retrouver dans cette compétition. On se retrouve en Conference League, pourquoi? Parce qu'on s'est fait sortir du premier tour d'Europa League avec un Sampaoli qui a sorti une campagne médiocre tactiquement, notamment sur le match à Galatasaray, où sincèrement, sa composition avec Pape Gueye, ailier gauche, je me souviens très très bien, c'était juste une horreur. Et la Conference League, j'ai envie de te dire, encore heureux que tu sois allé jusqu'en demi-finale et même la demi-finale, pour avoir été au stade contre le Feyenoord au match retour, on aurait pu jouer pendant 10 heures sans marquer un but. Donc voilà, pas de très très grands souvenirs de ce parcours en Conference League. Pour moi, on a juste fait le travail. Ouais, pour moi, le parcours, comme vrai souvenir, il y a forcément ce but de Payet, mais je trouve que c'est à peu près tout. Pour moi, le reste, tu as fait le travail, tu as joué contre des équipes qui étaient vraiment inférieures à toi, tu as fait le travail, mais pas de quoi non plus sauter au plafond, pas de quoi non plus en faire des livres. Pour moi, on a fait le minimum et pour moi, on aurait même dû aller en finale, puisque pour moi, il y avait largement la possibilité de passer contre Feyenoord, mais on s'est complètement sabordé sur déjà le match aller, où on fait énormément d'erreurs avec Ale Takar, avec Dieng qui rate énormément de situations et un match retour soporifique au Vélodrome où tu ne proposes absolument rien.
Bah les gars, de toute façon, il y a une chose qu'il faut retenir, si vous parlez bien de Dimitri Payet, il faut m'appeler, et si vous parlez mal de Dimitri Payet, il faut m'appeler aussi, parce que ça me concerne dans tous les cas. En tout cas, merci les gars, c'était très, très, très intéressant, Kylian, Samy. Merci d'avoir parlé de l'actualité de l'Olympique de Marseille sur ce 10e épisode de Dans la Zone. Je vous invite, vous, viewers, si vous êtes arrivés jusqu'au bout, à vous abonner aux médias de Massilia Zone, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, comme je le dis toujours humblement, Instagram, TikTok, YouTube et Twitter. Nous sommes vraiment polyvalents, donc n'hésite pas à liker aussi, ça nous met l'algorithme dans la poche, et voilà, ça nous fait plaisir, ça récompense notre travail. Je vous dis à de prochains DLZ, ce sera disponible aussi sur Spotify, il y a aussi les autres épisodes qui sont disponibles, et moi je vous dis à une prochaine. Ciao, allez l'OM.